Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Sénas, dans le sud, entre Luberon et Camargue. J'ai le plaisir d'interviewer Pierre Bellagambi, le fondateur de Kista. Kista, vous avez peut-être entendu parler, c'est une solution française révolutionnaire pour lutter contre les moustiques, et uniquement les moustiques. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Dans cet épisode, vous allez tout savoir sur l'animal le plus dangereux du monde, qui n'est ni le requin, ni le scorpion, mais bel et bien le moustique. Moins impressionnant, il fait des ravages en Afrique, une mortalité incroyable, et du coup, cette solution Kista, qui est naturelle et technologique, est une vraie solution pour toutes ces populations, non seulement européennes, mais également africaines et asiatiques. C'est parti! Bonjour Pierre, bienvenue dans Extramuros. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Bellagambi. Alors moi, j'ai du mal à le prononcer comme ça, je dis plutôt Bellagambi, le fondateur de Kista. C'est ça, tu l'as bien prononcé, les deux manières sont excellentes, merci. Et du coup, alors Kista, je ne sais pas si vous connaissez, Pierre, je te laisse décrire ça, c'est une solution très innovante, très utile. Bien, je te remercie. Kista, c'est une solution de lutte contre le moustique, les piqûres qui prodiguent et les maladies qui véhiculent aussi. C'est une solution qui se veut technologique et environnementale à la fois. Elle vise à protéger le jardin de tout un chacun, mais aussi des grandes superficies comme des parcs publics, des hôpitaux. Cette solution repose sur une idée, c'est un piège qui simule la respiration de l'être humain. Parce qu'on sait que la femelle moustique qui nous pique parce qu'elle a besoin de sang pour porter à maturation ses œufs. Et dans ce contexte-là, on lui propose une simulation de la respiration humaine parce que cette respiration est le point commun de tous les mammifères. Et tous les mammifères ont aussi du sang chaud. Donc, ce qui veut dire que cette simulation de la respiration attire la femelle moustique autour du piège. Et dès qu'elle est à proximité, le piège aspire la femelle moustique et permet d'éviter à ce que la femelle moustique ne ponde pas ses 200 œufs toutes les 48 heures. Ce qui veut dire qu'on aura de moins en moins d'œufs pondus sur la zone et de ce fait, on aura de moins en moins de piqûres. Et puis, technologique parce que le piège est intelligent, il fait du monitoring et il informe en temps réel du niveau de population de moustiques sur les lieux où il travaille. Bon, alors du coup, j'ai plein de questions. Bon, du coup, on remarque que c'est la femelle qui pique et pas le mâle. C'est ça. Donc c'est pour ses œufs en fait. Du coup, exactement. C'est pour nourrir les œufs. Ouais. Bon, on la comprend la pauvre. Et du coup, donc pas les mâles. Comment ça marche? C'est-à-dire que t'as un truc, ça ressemble à quoi ton appareil? Le piège pourrait ressembler, alors le piège actuel pourrait ressembler à un poêle à granulés, tu vois, vulgairement, hein, c'est ce volume, un petit peu plus petit tout de même, il fait 80 cm de hauteur et sur la partie supérieure de ce piège se trouve l'innovation, c'est-à-dire que il va arborer une sorte de chapeau qui, sur la partie supérieure du chapeau, va s'échapper les molécules que l'être humain produit lorsqu'il est en activité. Donc, on va utiliser du CO2, mais on va aussi utiliser des acides ou d'autres molécules proches du champignon que l'être humain produit lorsqu'il est en activité. Et puis juste en dessous de cette partie supérieure du chapeau, il y a une zone qui aspire en continu. Donc sur la partie supérieure, on expulse de manière cadencée comme le fait le nez d'un être humain. Et sur la partie inférieure, il y a l'aspiration. Dès que le moustique est à proximité, il est aspiré. Et lorsqu'il est aspiré, il se retrouve prisonnier dans un filet duquel il ne peut s'échapper parce qu'il y a un clapet anti-retour qui l'empêche de partir.
Et cette femelle moustique, au final, lorsqu'elle va passer dans le chapeau, elle va croiser des capteurs qui vont renseigner un logiciel à l'intérieur de la machine sur la quantité de moustiques aspirées, le temps de son passage, et ensuite on va croiser plusieurs informations, des informations géographiques, météorologiques, etc. Oui, parce que qu'on mette bien ça dans le contexte. Moi, j'avais découvert récemment que l'animal ou l'insecte le plus mortel au monde, c'est ni le requin ni le scorpion, mais c'est bien et bien le moustique. Oui, c'est le moustique. Le moustique, lui, est de loin. C'est-à-dire que ce que tue le moustique en une journée, c'est ce qu'aura tué le requin en un siècle. Pour qu'on puisse comparer vraiment les choses. C'est 1500 morts pour le requin en un siècle, et le moustique parfois dépasse ces taux-là dans la journée. Sur des hommes. Sur des hommes, évidemment. Ouais. Donc là, on a du palu, on a de la dengue, du chikungunya. Mais au-delà des morts, il y a aussi les malades qui sont parfois alités, dans le coma, avec des fièvres, avec des hémorragies cérébrales, etc. Donc c'est 2,5 milliards de personnes qui sont exposées aux moustiques sur la planète, presque 1 million de morts chaque année. Ce million de morts est malheureusement concentré sur le continent africain. Il concerne ensuite en partie des enfants entre 0 et 5 ans. Et là, c'est le paludisme qui va les toucher. Donc le paludisme va se développer rapidement sur le corps de la victime, malheureusement, et le véritable la chance de survie de la victime va être d'être à proximité d'un centre qui pourra le soigner rapidement, lui donner les traitements adéquats. Et puis, malheureusement, lorsqu'on est dans des coins reculés de ce continent-là, on n'a pas forcément à disposition ce type d'équipement sanitaire, et c'est pour ça que les morts sont si nombreux. Alors, du coup, voilà, c'est pour bien situer le contexte et voir à quel point c'est un vrai sujet. Toi, pourquoi comment t'es venu cette idée de lancer Kista ? Alors, moi, je suis un Arlésien. Je suis né à Arles, et donc je suis né avec le beau temps, mais aussi avec le moustique. Et donc, il s'avère que le moustique, on lutte contre lui depuis des décennies en Arles, mais on a eu l'habitude de cohabiter avec lui. Sauf que dans les années 2004, 2006, il y a eu une explosion de la population de moustiques au sein du parc naturel régional de Camargue, qui abrite quelques petits villages. Et cette explosion des nuisances a généré la volonté d'utiliser des produits larvicides, larvicides, mais peut-être parfois pesticides, au sein du parc pour traiter le moustique. Et le problème, c'est que suite à ça, des études ont été menées pour observer l'impact que pouvaient avoir ces produits sur l'environnement dans un premier temps. Et on s'est rapidement aperçu que la faune insectivore était fortement touchée par ça. C'est-à-dire que ce larvicide, qui se voulait cibler uniquement les larves du moustique, au final impactait d'autres insectes au moment de son épandage, et impacte toujours, parce qu'il est toujours utilisé, toujours subventionné. Et le fait qu'il impacte massivement une partie de ces insectes qui se retrouvent à la base de la chaîne alimentaire ont fait décroître le taux de natalité de certaines espèces, comme les hirondelles de fenêtre, les libellules, les passereaux, les chauves-souris, etc. Par exemple, sur les hirondelles de fenêtre, on observait que dans les zones traitées par BTI, seul un oisillon sur 4 atteignait une vie d'adulte. Les 3 autres mouraient parce que la mère ne pouvait pas les nourrir correctement, soit parce que la quantité de nourriture n'était pas suffisante, soit parce que la qualité de la nourriture n'était pas là, donc parce que il y avait plus d'insectes, donc elle changeait son alimentation sur des insectes moins digestes et moins riches en protéines. Donc c'est du BTI. Oui, c'est quoi le BTI ? Le BTI, c'est un larvicide, c'est un bacille. D'accord. Ok. Qui se veut biologique par ses utilisateurs, mais l'uranium aussi, c'est très bio. On va dans la montagne, on le gratte, et l'uranium, on l'a trouvé naturellement, mais ça peut avoir des dégâts. Là, c'est pareil. D'accord. Et tu dis que c'est subventionné, c'est-à-dire qu'il y a une action publique
peut-être pas consciente de ça, ou en tout cas on l'espère. Et donc il y a une action publique qui est vraiment catastrophique. Là. Oui. Alors je veux pas englober l'action publique en général, c'est-à-dire il y en a une partie, il y en a une, voilà, il y a une partie de cette action publique qui persiste et signe dans l'utilisation de ces produits qui sont aussi utilisés sur d'autres continents et qui ne sont pas forcément en adéquation avec les enjeux environnementaux de notre planète et puis les enjeux sanitaires de nos compatriotes humains et animaux. Donc aujourd'hui, je dis subventionné parce que il peut y avoir des collectivités publiques dans une situation de lutte contre le moustique qui sont en capacité, de par leurs moyens financiers, d'investir dans des méthodes alternatives. Dans ce contexte-là, elles sont souvent en situation d'autofinancement. Elles tapent sur leur propre budget pour agir. Et puis parfois, il arrive que des collectivités publiques n'aient pas cette capacité d'autofinancement de par leur taille, leur activité économique sur leur territoire, etc. Et c'est le cas de beaucoup de villes en France. Et dans ce contexte-là, elles ont besoin d'un appui, d'un soutien de la force publique, ce qui peut être le département, l'État. Et dans ce contexte-là, on va pouvoir les aider, les appuyer en engageant des opérateurs qui, eux, utilisent exclusivement des produits larvicides ou pesticides. Et c'est pour ça que la subvention du produit chimique arrive. Alors, moi, quand je fais ce constat-là, je me dis qu'il est tout de même possible de trouver une solution qui permettrait de concilier environnement et qualité de vie. Donc, on a créé un prototype, c'est une première machine, qu'on a proposé à un centre de recherche pour qu'il puisse l'évaluer et nous dire si c'était viable comme méthode. Ce centre de recherche a rapidement validé le procédé et nous a proposé de monter un programme de financement, de subvention pour protéger un village qui s'appelle le Sambuc, qui est en Arles, où on relève parfois jusqu'à 600 tentatives de piqûres en 10 minutes. Donc on est dans un endroit infesté par les moustiques. Dangereux. Très dangereux. C'est une zone Natura 2000. Donc aucun traitement chimique ne peut y être autorisé, même le BTI. Et donc dans ce contexte-là, c'était intéressant d'utiliser une méthode alternative et de voir quel serait l'impact. Et puis le centre de recherche, au bout de 3 années, a fait valoir une baisse de 88% de baisse de piqûres. Donc, ce qui veut dire qu'on est passé de 15 piqûres toutes les 10 minutes en moyenne à 1 toutes les 10 minutes en moyenne. Sur ce laps de temps-là, ils ont contrôlé l'impact sur l'environnement, notamment la faune qui résidait à proximité des machines, à savoir des colonies de chauves-souris ou d'hirondelles. Et puis, les taux de natalité étaient conformes à ceux qu'on peut retrouver dans une zone non traitée par BTI. Donc, c'était plutôt un succès. Et assez immédiat, en fait. Il suffit de l'arrêter pour que, même dans un village, même si quelques kilomètres plus loin, on met du BTI, il suffit d'arrêter au Sambuc pour que ça fonctionne. Oui, effectivement, sur un rayon entre 0 et 60 mètres, la nuisance était en forte baisse autour des appareils. Donc, ce qui veut dire que là, on était très ciblé. On était autour des habitations et on n'avait pas besoin de traiter ces milliers d'hectares de rizières et autres zones. Et ça continue ce BTI là aujourd'hui? Oui, ça continue. C'est parfois vendu comme une innovation, alors que ça fait 40 ans qu'il existe, que dans certains pays il est interdit. Ouais. Et nous en France, on continue. Bon. Ouais. Je vais pas faire mon Jean-Jacques Bourdin, mais il y a un petit scandale. Voilà. Ouais, je trouve. Surtout que les alternatives comme les nôtres ne sont pas forcément encouragées par les acteurs de la démoustication publique. Alors, il y a un lobbying à l'Assemblée pour comment ça marche votre filière? Je sais pas. Écoute, je découvre, j'observe. Je sais pas. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des acteurs publics, économiques ou des acteurs publics environnementaux sont eux engagés dans le soutien de nos méthodes. Mais lorsqu'on parle d'acteurs de terrain, là, on trouve moins de monde. Du coup, je suis doublement content de t'avoir parce que ça permet de découvrir Kista, mais surtout de mettre en lumière ce problème, on va dire, de société. Je trouve ça assez fou qu'on en soit là aujourd'hui.
Donc évidemment, toi, ta solution est 100% naturelle et ne tue que les moustiques. Tout à fait. En fait, c'était l'objectif premier. C'était d'avoir une solution qui ciblait la faune qu'on voulait toucher, à savoir le moustique. Et donc, on a bossé sur son réflexe hématophage. Alors, hématophage, ça veut dire je me nourris du sang. Et donc, pour ce faire, on propose à l'insecte quelque chose qui l'attire lui et uniquement lui. Grossièrement, les papillons de nuit, les abeilles et autres ont des sujets de chaleur, de pollen, de luminosité, mais les appâts moléculaires qu'on a mis sur pied ne les intéressent pas, et de par le fait, on les attire pas. Et ce qui veut dire que la sélectivité du produit est assez élevée. Elle oscille suivant les endroits où on se trouve entre 80 et 99%. De quoi, du coup, de sélectivité. D'accord, ok. Ouais, donc il n'y a que 1% d'erreur oui, c'est ça. Dans tes filets. Ok. Mais j'ai une question bête, mais pourquoi est-ce qu'on en vient à devoir les tuer? Je m'explique. Souvent, quand j'entends des discours verts, un peu militants, j'ai l'impression que l'homme est devenu un intrus sur cette société, sur la Terre. Et que il devrait surtout rien faire pour que ça marche bien. Et donc, s'il y a un moustique sur la planète, c'est que le moustique a une utilité et dans une chaîne alimentaire et qu'il faudrait du coup pas toucher. Est-ce que je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais pourquoi intervenir dans un équilibre qui a priori est un équilibre de la nature? Alors, il y a plusieurs enjeux. Bon, déjà, tu as un enjeu économique. C'est-à-dire que le moustique, son habitat, parfois il le partage avec l'homme parce qu'il y a son habitat naturel, parce qu'il y a des villes qui se sont construites autour de zones marécageuses ou de zones naturellement propices à la vie du moustique, et que dans ce zone humide en général, une zone humide. Et que dans ce contexte-là, tu as des habitants qui ont du mal à vivre, c'est-à-dire que des endroits comme la Camargue ou au Canada ou en Italie du Nord ou ailleurs en France, tu peux avoir des moments de ta journée où sortir t'es interdit parce que les moustiques t'empêchent de vivre normalement. Et donc, lorsque tu prolonges un petit peu la scène, si tu as dans cet environnement-là des commerces, des zones d'activité économique, le moustique est un véritable frein à tout ça. Et que de facto, difficile de déménager des villes entières pour ce sujet-là. Ensuite, le moustique, dans un contexte 100% nature, comme j'ai pu le découvrir dans certains villages en Afrique, alors au Sénégal, j'ai vu ça au Mozambique, j'ai vu ça au Mali, j'ai vu ça au Congo, à Djibouti. Enfin, j'ai pas mal tourné en Afrique. Là, on est dans des zones où tu as des villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais tu as un taux de mortalité infantile qui frôle les 99%. Dans certains villages du sud du Sénégal, il y a le taux de mortalité infantile est tellement élevé que d'avoir un individu qui passe les 10 ans est assez exceptionnel. Donc là, dans ce contexte-là, le moustique dégrade fortement la pérennité de l'homme, quoi. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Les États ont mis en place beaucoup de moyens. Je pense au Sénégal avec le plan national de lutte contre le paludisme, où c'est un programme qui vise à pouvoir prendre en charge rapidement un enfant en moins d'une heure pour pouvoir au moment des premiers signes et premiers symptômes du palu le prendre en charge. Mais donc cette cohabitation en ne faisant rien n'est pas forcément possible si on veut préserver notre espèce. Pour ce faire, il y a des méthodes préventives comme le PNLP fait lorsqu'ils essaient de soigner rapidement ou lorsqu'ils essaient de sensibiliser la population. Mais jusqu'à présent, l'être humain a aussi privilégié des méthodes chimiques
des méthodes qui au final se résument à une action, une réaction, mais on met de côté la sélectivité, on met de côté l'environnement. Donc, et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits, ces produits-là, sur un temps, ont sauvé énormément de vies. Parce qu'il faut pas se cacher, hein. Oui. Dans un contexte où tu es quasiment sûr de perdre le nourrisson que tu as réussi à engendrer, on te propose une solution pour le sauver, tu la prends, quelle qu'elle soit. Et on aurait tous fait pareil. Et donc, aujourd'hui, malgré tout, on observe un autre phénomène qui est la résistance du moustique, c'est-à-dire que le moustique, lui, une femelle qui pond des centaines d'œufs sur un temps très court, va générer elle-même d'autres insectes qui vont aussi pondre des centaines d'œufs, etc., etc. Et là, tu as un phénomène de résistance qui peut se créer de manière très vite, de manière accélérée. C'est-à-dire que le moustique peut présenter une anomalie génétique qui lui permet de lutter naturellement contre les agents neurotoxiques qu'on lui envoie, ce qui fait que sa descendance aussi va résister à ça. Et au Sénégal, tu as des zones où 85% des moustiques résistent aux insecticides que tu lui opposes. C'est comme si tu leur pulvérisais de l'eau. Donc cette capacité à se reproduire accélère ce phénomène. Et ensuite, ces produits-là, malheureusement, sont des agents neurotoxiques pour l'être vivant, et évidemment pour nous aussi. Donc là, tu as une mise en danger de la population, et puis tu as une pollution des eaux et des sols qui sont générés par ces produits-là. Donc, au final, l'être humain, il essaie de survivre aussi lorsqu'il est confronté aux moustiques dans un contexte de palu. En Europe et en France notamment, le paludisme, on a connu ça. Hein. Il y a plus d'une cinquantaine d'années aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a plus, mais voilà, on a malgré tout voulu cohabiter avec lui, et pour cohabiter dans des conditions nécessaires, on a essayé de mettre en place, l'être humain a essayé de mettre en place des solutions qui aujourd'hui montrent leurs limites. Et donc, mon entreprise, elle est là pour essayer d'aller un petit peu plus loin et de limiter les impacts. Bien sûr. Donc ça veut, si je comprends bien, ça veut quand même dire que il y a des habitats naturels du moustique et l'homme est allé dans cet habitat naturel. Quelque part, il est un peu allé chez lui et a créé des dérèglements qui font que on a des moustiques de plus en plus résistants, parfois plus nombreux, et un déséquilibre dans l'écosystème plus global de chaîne alimentaire où, en voulant tuer le moustique, on tue d'autres espèces. Et là, on crée un dérèglement plus global, quoi. Tout à fait. Là, c'est un des aspects de la lutte contre le moustique, lorsque c'est l'homme qui s'invite chez le moustique. Mais ensuite, il y a le moustique qui s'invite chez l'homme aussi. Donc le moustique tigre, ça c'est le nom. Pourri la fin d'été. Pourri la fin d'été. son nom scientifique c'est Aedes albopictus. Il a un cousin Aedes aegypti. Donc ce moustique-là, lui, il vient à l'origine du Moyen-Orient. Et puis et d'Asie. Il a, tu vois, pour réflexe de pondre ses œufs dans des feuilles concaves, feuilles de bananier ou autres, parce qu'elles retiennent l'eau. Et ce moustique a su développer la détection de ces zones-là pour pouvoir pondre ses œufs, même dans une eau claire. Il se trouve que le pneu a aussi cette forme concave. Le pneu prend le bateau, traverse les océans et amène avec lui l'œuf du moustique. Et donc là, le moustique en fait colonise le monde par les transports de l'être humain. Et aujourd'hui, c'est un moustique qui développe à l'instinct une capacité d'adaptation incroyable. Il est même attiré parfois par le caoutchouc parce que ça lui rappelle le pneu et il fonce là-dessus. Mais il va être en capacité chez toi dans ta maison de détecter le verre ou le cendrier oublié sur la table, les jeux d'enfants qui vont collecter de l'eau, une cavité dans le béton, comme une zone potentielle de développement de ces œufs. Et là, par contre, il colonise, il est assez invasif. Et aujourd'hui, nous avons des clients jusqu'en Angleterre qui se plaignent de ce moustique qui est en train de coloniser nos espaces. Autre question bête, mais il sert quand même à quelque chose, ce moustique, dans la chaîne alimentaire, j'imagine.
Oui, bien sûr. Ouais. En fait, dans la chaîne alimentaire, il participe au même titre que d'autres insectes participent à alimenter directement lorsqu'ils sont adultes des oiseaux, des chauves-souris, ou alors lorsqu'ils sont en état de larve, c'est-à-dire là à ce moment-là ils vont alimenter des poissons. Mais les poissons qui vont consommer la larve vont eux-mêmes être mangés par un autre individu, pareil pour les oiseaux. Donc effectivement, eux, ils se retrouvent à la base avec leurs confrères insectes larvaires ou adultes, volants, diptères. Et puis, le mâle, lui, son rôle, c'est de se reproduire et de se nourrir pour bien se reproduire. Donc il va se reproduire, entre autres, par le pollen. Donc il va aussi avoir un petit rôle dans la pollinisation, malgré tout. Donc l'idée, c'est pas de l'éradiquer totalement, mais c'est d'arriver à un taux qui est soutenable pour le reste de la chaîne alimentaire. Tout à fait. Okay. Et c'est comme ça que tu as de la data, c'est aussi pour ça que tu collectes de la data pour mesurer tout ça. Et en fait, comment vous l'utilisez cette data? Eh bien, la data, elle est utilisée pour que le bénéficiaire de la technologie puisse voir en temps réel le niveau de population, et là on peut parler de niveau d'infestation du moustique sur les lieux où les machines travaillent. Donc exemple, au Sénégal, les hôpitaux qu'on traite disposent de beaucoup d'appareils et de manière chaque piège est géolocalisé et il va pouvoir expliquer que dans telle zone de l'hôpital, on a une infestation anormale de moustiques, ce qui veut dire que le bénéficiaire peut se rendre sur place et anticiper par une action correctrice directe. Cette infestation peut être liée à des déchets qui génèrent de l'eau stagnante, à des évacuations d'eau mal gérées. Ensuite, le bénéficiaire va utiliser la data qu'est le moustique à l'intérieur du filet, c'est-à-dire que les filets, on va les analyser. Et là, on va analyser les espèces qui sont passées dans l'appareil. Et on a pu faire quelques découvertes remarquables, notamment encore une fois au Sénégal, où on travaille beaucoup, où on a découvert des espèces de moustiques présentes sur un lieu sur lesquels ils ne devaient pas se trouver normalement. Donc ça, c'est lié à plusieurs contextes. Le réchauffement climatique qui augmente l'humidité et qui il favorise le mouvement de certaines populations de moustiques. À Djibouti, nos machines ont permis de pointer le fait qu'il y avait une cohabitation entre deux espèces de moustiques assassines, on va dire, chose incroyable. C'est-à-dire qu'on a les noms techniques, pardonnez-moi, c'est Aedes aegypti et Anopheles stephensi. Donc les deux là, le stephensi, lui, véhicule le paludisme de manière très forte, et Aegypti, le chikungunya. Et ces deux-là sont arrivés par bateau, ont réussi à pénétrer dans les centres urbains de Djibouti et se développent grâce aux eaux qui sont utilisées pour la toilette, pour la vaisselle et pour l'hydratation, dans un contexte désertique en plus. Et là, ils ont colonisé ces zones urbaines et véhiculent ces deux maladies à la fois. Et donc, les observations nous permettent de pointer, d'affiner un petit peu toutes ces trouvailles. Alors, on vient compléter parfois l'information déjà relevée, mais parfois on en découvre aussi. Et toutes ces infos arrivent donc au siège chez vous, c'est ça? Oui. Et c'est vous qui les analysez? On les analyse, oui. Ouais. Alors avant d'aller justement sur votre implantation, j'avais encore deux petites questions sur le coût de ta solution et savoir si à titre perso, quels sont tes clients? Est-ce que moi je peux l'acheter pour mon jardin ou est-ce que c'est uniquement pour des collectivités ou en B2B? Alors, tout le monde peut l'acheter, du moment qu'on se fait piquer, on peut s'équiper. Les collectivités l'achètent, le B2B l'achète, donc les hôtels, les restaurants qui veulent protéger leur surface d'accueil clientèle, les collectivités pour protéger les grands espaces publics, mais aussi effectivement le B2C, le privé qui a besoin de protéger son jardin parce que le jardin n'est plus vivable et il se refuse d'utiliser des produits nocifs pour lui-même et son jardin.
Donc le coût aussi entre 1 000 € et 2 000 € suivant le piège s'il fonctionne avec des panneaux solaires, etc. Voilà. Et ça c'est l'équipement et après il faut recharger en molécules quoi. Comment ça marche? Oui, c'est ça. Donc tous les mois d'utilisation, bien sûr, tu dois recharger les appareils en consommables qui sont des appâts. Donc c'est du CO2 et un leurre olfactif qui se combinent et qui permettent d'attirer le moustique. Donc là aujourd'hui, le prix aussi entre une centaine d'euros et 160 € suivant le service. Nous avons parfois des clients qui souhaitent à ce que la maintenance soit effectuée par nos équipes. D'accord. Donc on vient rajouter du service à ça. Ok. Donc l'AMS plus à peu près 100 € par mois de mai à septembre pour profiter du jardin quoi. Okay. C'est ça. Ça marche. C'est noté, j'en parle ce soir. Ces infos arrivent à Sénas. Alors Sénas, c'est au bout des Bouches-du-Rhône, quasiment Vaucluse, pour ceux qui connaissent pas, entre le Luberon et évidemment la Camargue. Tu es d'Arles, tu l'as dit. Comment vous vous retrouvez là? Voilà. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, moi, je suis. Les premiers bureaux de l'entreprise n'étaient pas à Sénas, on était à Saint-Rémy-de-Provence, parce qu'on au final, j'y habite et du coup, c'était pratique. Ensuite, on a pu intégrer le Technopole de l'Arbois, qui est à Aix-en-Provence. Donc là, tous les jours, je devais faire l'aller-retour Aix pour aller bosser. C'est à partir de 2017-2018 où j'ai commencé à embaucher du personnel, où j'ai eu jusqu'à une dizaine de personnes là-bas. Le souci, c'est que je poussais les murs, j'avais besoin de plus d'espace, et le foncier à Aix-en-Provence n'était pas atteignable pour mon budget et pour mes moyens tout court. Et Sénas revêtait deux avantages. Le premier, qui n'est pas négligeable, c'est qu'il était proche de ma maison. Donc je gagnais là 35 minutes de route. Aller. Et puis le foncier était plus atteignable tout simplement, et de ce fait on a privilégié une recherche sur ce site-là parce qu'en plus de ça, on est dans un carrefour autoroutier où on est en capacité on a une sortie d'autoroute qui nous amène soit à Paris, soit en Espagne, soit en Italie. Donc on est plutôt bien desservi. Et puis pour le personnel qui était basé à Aix-en-Provence, ça lui faisait pas plus de temps de route que ça, que de venir à Sénas, parce que il n'y avait pas les bouchons matinaux, donc voilà. Et du coup, il y avait des compétences particulières en Camargue déjà sur le moustique qui vous a permis de développer cette solution? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Là, c'est une chance parce que le centre de recherche de la Tour du Valat, qui a testé nos appareils, puis qui les a évalués, est en fait un centre de recherche axé sur l'étude des zones humides et qui fait office de référence européenne et mondiale au travers des travaux qu'ils produisent. Et il s'avère qu'ils sont à quelques minutes de chez nous. Donc c'est quelque part assez pratique pour pouvoir mettre en place des tests, des collaborations, et ça permet d'avancer assez vite. Si j'avais eu à travailler à un millier de kilomètres d'eux, on aurait pris d'autres dispositions, plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. Donc il y avait des chercheurs de renommée mondiale qui étaient en Camargue à côté de toi. Puisqu'on parle du monde, du coup, quels sont tes marchés aujourd'hui? Où est-ce que tu vends ta solution? Alors, à aujourd'hui, on est énormément positionné sur le continent africain, à l'international, Afrique de l'Ouest, et on démarre l'Afrique de l'Est. Nos clients là-bas sont soit des corporations liées à l'activité minière ou gazière qui veulent protéger leurs employés du risque de contamination. On se trouve souvent dans un contexte où il y a le personnel qui réside directement sur le site d'exploitation et dans ces quartiers d'habitation, il y a parfois malheureusement des clusters de palus et autres. Parce qu'on vit la nuit c'est là où on chope le palu, donc là on met des machines pour protéger les salariés. Il y a aussi une quête
productivité dans tout ça. C'est-à-dire que l'impact de ces maladies sur l'activité économique est assez important. Hein. Un site minier, la dernière fois, me confiait qu'en Côte d'Ivoire, le palu lui coûtait $1,5 million chaque année, lié au turnover, la formation, les rapatriements d'urgence, etc. Et ensuite, on travaille avec des États sur ce continent-là. Puis en Europe, on travaille directement avec le B2C, avec des collectivités aussi. On travaille surtout pour l'instant en France, en Espagne, au Portugal, en Italie. La France, c'est 80% de notre activité tout de même. Et puis on explore d'autres marchés, l'Amérique du Nord et l'Asie aussi. Et l'Asie aussi. Ouais. Comment tu arrives à signer un contrat avec un État en Afrique? T'as des gens sur place, vous avez déployé des équipes locales? Alors, à ce jour, mes moyens m'empêchent d'avoir une équipe trop dense qui parcourt le monde pour aller. Donc, c'est parfois moi qui m'y colle. Mais c'est vrai que le réseau aide plutôt. Et puis, le soutien de l'État... là cette fois-ci qui n'est pas dans la lutte contre le moustique mais qui est dans le maintien de la vie économique du pays, nous a bien soutenus, à savoir au travers de la Direction générale du Trésor et du ministère de l'économie. On a remporté un FASEP. Un FASEP, c'est en gros une enveloppe qui permet de financer un démonstrateur déployé dans un État en collaboration avec un État, qui permet de faire valoir le bien fondé de cette technologie. J'ai pu bénéficier d'un FASEP au Sénégal, et ce FASEP-là a permis de créer une vitrine, et puis cette vitrine nous permet d'avoir des contacts entrants et de créer du réseau, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à signer. Super. Et tu as eu d'autres prix de récompenses au niveau mondial? Comment ça se passe? Il y a d'autres concurrents au niveau mondial? Alors, sur la partie des autres prix, oui, on a eu des awards au CES de Las Vegas pour des innovations. Merci. Tech for a Better World et Smart Cities. Ouais, c'était pas mal. Après, on a quelques autres prix. La concurrence, elle existe, hein, donc il y a d'autres pièges qui sont déployés. Ils fonctionnent pas de la même manière que nous sur la diffusion des appâts, etc. Ils ne sont souvent pas jamais urbanisables, c'est-à-dire que nos pièges sont les seuls à être déployables en territoire urbain. Ensuite, on a d'autres concurrents qui sont indirects. Hein, c'est la pulvérisation de produits chimiques en tout genre, etc. Qui est au capital? Je sais pas si tu peux en parler d'ailleurs ou pas, ne te gêne pas, mais le capital de ton entreprise, c'est toi qui le détiens. Tu as dû faire des levées de fonds, ça marche? J'ai fait une première levée de fonds c'était en 2017-2018. Donc là, on a eu l'opportunité d'intégrer au capital Air Liquide. Et un fonds qui s'appelle TDH, qui est dirigé par Thierry Dassault. Et donc ils ont une partie évidemment du capital suite à cette levée de fonds. Oui, bien sûr. Très bien. L'autre fois, quand on discutait, tu disais qu'il y avait une réelle richesse au sein de ton entreprise. C'était de faire cohabiter des profils très différents. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, évidemment. Alors c'est vrai que nous, forcés et contraints de tout faire en partie, mais on a été obligé de développer pas mal de compétences parce que le moustique, évidemment, c'est un sujet biologique, donc il m'a fallu intégrer des biologistes au sein de nos équipes, des chimistes aussi parce que nos produits sont des molécules qui sont paramétrées pour le moustique. Donc il y a toute une phase de recherche de fait en collaboration avec ces équipes-là. Ensuite, nous avons des logisticiens, des data scientists, des data engineers, des commerciaux internationaux, des commerciaux. Nous avons des préparateurs de commandes, des livreurs. Je dois en oublier, des spécialistes du marketing et de la communication. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans mon entreprise, c'est qu'il y a une cohabitation entre tous ces savoir-faire-là.
et ça apporte au final une richesse pour tous, dans le sens où, pour que ça fonctionne bien, chacun est obligé de comprendre la problématique de l'autre. Évidemment, la problématique du biologiste et de son élevage de moustiques est à l'opposé total en termes de sujets et d'inquiétudes du service compta ou du service logistique. Mais ces deux univers, lorsqu'ils se rencontrent, ça permet de découvrir la vie déjà de son collègue. Ça permet aussi parfois d'avoir un regard extérieur sur une problématique précise, qui fait que il arrive qu'il y ait parfois de bonnes idées qui ressortent de la part d'un service qui n'est absolument pas concerné. Mais le fait de ne pas avoir la tête dans le guidon permet de prendre du recul, et c'est plutôt pas mal. Donc, on fait des réunions mensuelles interservices qui aboutissent souvent à des bonnes idées, des bonnes solutions. Et s'il n'y a pas de problématique à gérer, en tout cas, c'est un moment d'échange intéressant. Et c'est vrai que pour Kista, c'est plutôt une fierté. Cette richesse-là, ça permet de découvrir des thématiques et des sujets complètement inaccessibles au départ, mais le fait de travailler autour de ces univers-là nous oblige et nous pousse à en apprendre plus, à nous former plus, et puis c'est bénéfique. Mais il suffit pas d'avoir des profils différents pour qu'ils se parlent et qu'il y ait de l'innovation qui en sorte. Comment tu fais? Est-ce que c'est pensé dans les locaux? Est-ce que c'est pensé dans les process, dans les réunions? Est-ce que c'est toi qui incarne ça, j'imagine, avec une certaine humilité que je perçois? C'est quoi vos recettes, si tu les as trouvées? Ouais. Alors, bon, l'innovation, quoi qu'il arrive, à un moment, elle arrive d'une idée, d'un coup de crayon. Ce coup de crayon-là est là pour répondre à une problématique, qu'elle soit au niveau effectivement des méthodes, des process ou du produit lui-même. Et à ce moment-là, chacun est libre chez Kista d'avoir une idée et une bonne idée et de la proposer. Et puis après, moi, par contre, je supervise. J'ai besoin d'avoir un coup d'œil assez rapide sur le sujet, et puis on décide d'y aller ou de pas y aller. Mais c'est vrai que, étant donné la pluralité des acteurs de chez Kista, les bonnes idées ne peuvent absolument pas tout être produites par son dirigeant. Ça vient d'en bas, ça vient de mes collaborateurs. On a mis en place des outils. Sur le sujet de la data, par exemple, je pense qu'on est assez en pointe. Alors je peux pas aller trop loin dans les explications, mais je pense qu'on fait beaucoup plus de choses que certains grands groupes français en termes d'analyse des données, de ce qu'on en fait. Et ça, Kista le doit en partie à ses stagiaires, jeunes stagiaires avec plein d'idées novatrices, avec leur capacité d'auto-formation, parce que à un moment donné, leurs compétences et leurs besoins dépassent ce que la société peut leur apporter. Et c'est vrai que c'est ces actions-là qui nous permettent d'avoir un coup d'avance sur pas mal de sujets. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui? On est une petite 50aine de personnes. D'accord. Je peux pas m'empêcher, si je suis avec le spécialiste du moustique, de te demander des conseils ou alors de casser des idées reçues. Est-ce qu'il est attiré par la lumière? Parce que moi, depuis tout petit, on me dit attention, n'éclaire pas le soir, en tout cas, tu éteins, tu fermes les fenêtres. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter une fois qu'on a acheté ton appareil et qu'il en reste peut-être un ou deux dans le jardin? Alors, il en restera, surtout si tu en produis. Parce que si tu mets la machine à côté d'une zone où tu produis, elle va avoir du mal. Alors c'est pour ça qu'on sensibilise nos clients sur le sujet moustique, comme je vais le faire avec toi. Déjà, sur tes premières questions, le moustique est-il attiré par la lumière? Pas forcément. S'il a envie de te piquer, il sera jamais attiré par une ampoule. Il va être plutôt attiré par ce que tu vas émaner. CO2, ton CO2, ta respiration, ta présence, quoi. En fait, t'es mort, quoi, déjà, quoi. Si t'es là, il le sait, quoi. Okay. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu es dans ta maison,
tu as plutôt intérêt à être équipé de moustiquaires et de fenêtres fermées, d'être vigilant là-dessus, parce que tu n'es pas forcément en capacité de voir le moustique lorsqu'il rentre ou lorsqu'il sort de ta maison. Le conseil, c'est que quand tu seras dans ton lit et que tu vas l'entendre siffler autour de tes oreilles, sache que généralement, là on parle d'insectes endophages et endophiles. C'est-à-dire qu'ils aiment chasser leur proie dans des endroits protégés, clos. Et généralement, si tu allumes la lumière, à l'instinct, il va se poser sous ton lit ou dans le coin du plafond pour que tu ne le vois pas. Et évidemment, tu ne le verras pas et tu éteindras et il reviendra à ce moment-là te piquer. Et là, tu es doublement énervé et tu dors. Doublement énervé, ouais, c'est ça. C'est instinctivement, il est très fort. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là tu vois, ça c'est donc là, pour dire que il faut pas le faire rentrer dans ta maison. Ensuite, il y a pour ton jardin propre, tu as quelques bonnes actions à faire, c'est-à-dire évite toutes les coupelles de fleurs chargées en eau. Là, tu y mets du sable. Le sable, il va absorber l'eau. Il donnera pas la possibilité aux moustiques de s'y reproduire. Ah, pas mal. Merci. Tu évites tout ce qui est seaux, jeux d'enfants et autres qui peuvent retenir de l'eau, parce que voilà, une tasse à café est un gîte larvaire pour le moustique tigre. Donc tout ça, tu le bannis. Tu fais attention si tu as une végétation dense qui parfois génère des feuilles mortes, ça peut créer un habitat pour le moustique adulte, une zone de repos. Donc à ce moment-là, et un jardin clean au niveau des feuilles mortes. Tes gouttières, parfois on se rend pas compte, mais les gouttières sont chargées en petits détritus végétaux. Et là, ça va créer des petites zones d'eau stagnantes. Donc ils vont se produire au-dessus de toi et puis ils descendront pour venir te piquer. Donc ça, et un coup d'œil attentif sur tes gouttières. Et puis si jamais tu as un puits ou une zone comme ça où il y a de l'eau stagnante sur laquelle tu peux rien faire, là il faut bâcher de manière hermétique parce que sinon il va aller pondre ses œufs là et puis dès que tu seras à côté, il viendra te piquer. La piscine, c'est pas bon pour lui en revanche. La piscine, c'est pas bon pour lui. Le chlore, il va pas aimer. Ouais, c'est ça. Il faut bien régler sa piscine. Ouais. Ok. Non, mais on en revient. Enfin, moi, c'est vrai que c'était plutôt dans les vieilles maisons quand il y avait les moustiquaires et puis on le voyait plus trop. Mais pour avoir parlé avec un architecte récemment, je veux dire, mais si demain on devait concevoir une maison écologique, c'est-à-dire qui consomme pas de clim, et donc c'est par l'aération. Mais si tu veux pas être pourri si tu veux pas être réveillé par le petit bruit agaçant là, du moustique, c'est mettre des moustiquaires et aérer, créer de l'aération avec des murs épais. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, nous, les êtres humains du XXe siècle, du XXIe, mais ça a commencé fin XXe, on a supprimé les moustiquaires, on fait nos maisons avec du parpaing et du béton. Le problème, c'est que les anciens, ça leur coûtait moins cher de faire une belle maison en pierre. Aujourd'hui, on est dépassé par les coûts que ça engendrait de faire une maison comme ça. Ouais. Mais au final, naturellement, c'est la bonne solution. Tu n'as pas besoin de clim. Et ta moustiquaire, si elle existe, c'est parce qu'elle a connu un problème. Et aujourd'hui, instinctivement, on cherche à faire des économies et c'est un problème parce que la moustiquaire devait être, dans les régions où nous sommes, ça devrait être obligatoire. Je comprends pas que on ait supprimé ça. Ouais. On a ces grandes baies vitrées avec une mode architecturale un peu différente, mais je pense qu'il va falloir y revenir. En effet, en tout cas, ça semble assez évident en discutant avec toi. Pour terminer avec la rubrique un peu classique chez Extramuros, au-delà, comment tu fais pour trouver ton équipe perso? C'est quoi ta passion, ton sport pour un peu souffler? Alors, ma passion, c'est la boxe. Je pratique la boxe pied-point. C'est un excellent... Tu combats tout le temps, en fait. Tu combats le moustique. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un sport plutôt ingrat. C'est-à-dire que tu n'en fais pas pendant 3 semaines. Lorsque tu reprends, tu le sens. Tu te fais accueillir. Voilà, tu te fais accueillir. C'est un sport plutôt exigeant sur la condition physique. Donc, si tu aimes pratiquer, tu fais attention pour être en bonne condition. Donc, donc du coup être en bonne santé. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Parce que pareil, lorsque tu es pas en bonne santé, tu le sens et ça peut piquer parfois. Donc, et puis c'est un sport qui permet, comme tous les sports, j'imagine, oui, tous les sports, j'ai pas pratiqué que ça, mais à un moment de ta semaine, à être véritablement focus sur autre chose que ton travail,
ou que la vie normale d'un homme ou d'une femme, la famille et autres. Voilà, c'est une pratique que je fais depuis presque 10 ans et c'est passionnant et puis voilà. Pied-point, c'est la boxe française? Donc là, c'est plutôt de la, ouais, c'est ça, c'est boxe française, boxe thaï, ouais, c'est simple. Entre thaï et français. Voilà, c'est ça. Entre la France et l'Asie. Okay. C'est ça, ouais. Comme le moustique. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces infos. Bravo pour cette belle réussite qu'est Kista. Et à très bientôt. Merci, Guillaume. Merci, Extramuros. Et puis, à très bientôt, j'espère aussi. Merci.